Je m'appelle Julie Harmon, et on m'a dit le jour du mariage de ma sœur, rien de moins, que je ne méritais que $500 et une place dans l'ombre. 2 ans plus tard, je me tenais sur une scène à Los Angeles, révélant chaque preuve de leur trahison lors d'un discours d'ouverture qui s'est terminé par ces mots « On ne m'a pas donné ma chance. J'ai créé la mienne ». Et les applaudissements ont étouffé le dernier mensonge qu'ils aient jamais proféré à mon sujet. Dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? Et avez-vous déjà eu l'impression d'être l'étrangère au sein de votre propre famille? Maintenant, laissez-moi vous ramener au moment qui m'a finalement brisé et comment je l'ai transformé en le feu qui m'a reconstruite. C'était censé être une célébration, mais dès l'instant où j'ai franchi les portes de la grande salle de bal du Fairmont, j'ai su que je n'étais pas à ma place. Les lustres en cristal scintillaient comme des yeux calculateurs, et la salle résonnait de rires qui ne m'atteignaient pas tout à fait. J'étais assis seul, à la table 19, tout au fond, pratiquement derrière une colonne. Le carton d'invitation indiquait « Julie Harmon » dans une écriture cursive délicate, comme s'ils essayaient de prétendre que j'avais de l'importance. Mais l'isolement criait haut et fort la vérité, je n'étais qu'une réflexion après coup au mariage de ma propre sœur. Amanda, la mariée, l'enfant chéri, rayonnait sous un voile en dentelle sur mesure venu de Paris par avion. Elle était magnifique, certes, mais elle avait aussi l'air arrogante. Et lorsqu'elle a levé sa coupe de champagne lors du toast du dîner de répétition pour remercier papa et maman pour l'incroyable cadeau de mariage de $250 000 qui avait rendu cette journée possible, la salle a éclaté en applaudissements. Mon cœur s'est serré. J'ai regardé l'enveloppe que ma mère m'avait remise quelques instants plus tôt. Unie, sans un mot. À l'intérieur se trouvait un chèque de $500. $500. Et en le glissant dans ma main, elle s'est penchée, non pas avec chaleur, mais avec une voix de glace, « C'est tout ce que tu mérites, Julie. Sois reconnaissante que nous t'ayons incluse. » Je n'ai pas scié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste serré l'enveloppe si fort que le papier s'est froissé sous mes ongles. Plus tard, quand Amanda tourbillonnait sur la piste de danse, les gens l'acclamaient comme s'ils regardaient une princesse. Je suis restée assise, mes talons me faisaient mal, ma poitrine était oppressée, ma gorge me brûlait. J'ai fini par chuchoter à la seule personne qui ne m'avait pas ignoré de la soirée, « Nous partons ce soir. » Noah, mon compagnon, a levé les yeux de son dessert intact. Son regard ne posait aucune question, juste un signe de tête, une main posée calmement sur mon genou. « Tu es sûr? » J'ai acquiescé. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Après nous être levés discrètement, un serveur qui avait évité mon regard a demandé poliment « Vous partez déjà ?» J'ai esquissé un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Urgence familiale, ai-je menti? Mais je le pensais vraiment, car cette nuit m'avait montré que j'étais au milieu d'une urgence qui durait depuis toujours, et j'y répondais enfin. Alors que nous traversions la sortie drapée de velours, j'ai aperçu mon père qui nous regardait depuis la table d'honneur. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste siroté son scotch et a de nouveau regardé Amanda comme si de rien n'était. Et peut-être que pour eux, il ne se passait rien. Peut-être que pour eux, la fille de la table 19 n'avait toujours été qu'une décoration et une décoration qu'ils avaient oublié de jeter après avoir emballé les cadeaux. Mais je sentais quelque chose d'autre naître en moi, la lente éclosion de la clarté, de la rage, de la libération. Cette nuit-là, sous les lumières de la façade arquée de la salle de bal, je me suis glissé sur le siège passager de la voiture de Noah et je l'ai regardé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. J'ai fini d'essayer de gagner leur amour. Il a pris ma main. Alors construisons une vie où tu n'auras pas à le faire. Et alors que nous nous éloignions du château de contes de fées qu'ils avaient construit pour Amanda, je n'ai pas regardé en arrière, car je savais déjà que je n'étais pas Cendrillon. J'étais la tempête aux portes de la salle de bal, et ils n'avaient pas encore tout vu. Le lendemain matin, je me suis réveillé au léger cliquetis d'un ventilateur de plafond et au faible bourdonnement du trafic à travers une fenêtre entr'ouverte. Austin me semblait étrangère, plus chaude que prévu, plus bruyante aussi, mais au moins elle ne sentait pas l'amertume ou le jugement.
Elle ne sentait pas la maison. L'appartement était petit, c'est la première chose que j'ai remarquée en m'asseyant sur le matelas pneumatique que nous avions gonflé au milieu du salon vide. Des boîtes en carton s'élevaient autour de nous comme des sentinelles gardant un début fragile. Nous n'avions pas de canapé. L'évier de la cuisine fuyait légèrement, et il n'y avait pas de rideau à la fenêtre de la salle de bain, juste une serviette clouée au cadre, mais c'était à nous, et personne ne m'avait dit où m'asseoir. Noah est entré dans la pièce avec 2 tasses dépareillées, de la vapeur s'en échappant. Menthe poivrée ou cannelle, a-t-il demandé, les tenant comme des reliques précieuses. Surprends-moi, ai-je murmuré, écartant mes cheveux de mon visage. Il m'a tendu la cannelle. Ma préférée, bien sûr, il s'en souvenait. Nous nous sommes assis en tailleur sur le tapis fin que nous avions acheté en solde dans une supérette de station-service, sirotant notre thé comme si nous étions dans une retraite de yoga haut de gamme. L'ironie m'a fait sourire. Noah a incliné la tête vers les boîtes. Tu veux commencer à déballer? Je les ai fixées. La moitié portait des étiquettes au marqueur, cuisine, salle de bain, livre Julie, outil Noah. L'une d'elles n'avait pas d'étiquette. Je ne me souvenais pas l'avoir emballée. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai juste besoin de sentir le sol sous moi pendant un moment. Il a acquiescé et s'est penché en arrière, s'appuyant sur un coude. C'est juste nous maintenant, a-t-il dit calmement. Ces mots se sont posés doucement, comme une couverture sur mes os fatigués. Je l'ai regardé. Son visage était marqué par la fatigue, ses yeux plus doux que d'habitude. Il avait quitté un bon emploi à Denver pour me suivre ici, pour m'aider à repartir de zéro. Il ne m'a jamais fait me sentir coupable pour cela. Je suis désolé, ai-je dit, la voix à peine audible. Pourquoi? De t'avoir entraîné dans tout ça. Il a pris ma main et l'a serrée fermement. Tu ne m'as pas entraîné, Julie. J'ai choisi cela. Je t'ai choisi. J'ai détourné le regard, clignant des yeux plus vite que je n'aurais dû. Ils m'ont fait croire que j'étais soit de trop, soit pas assez, ou les deux à la fois, ai-je admis. Je ne sais même pas qui je suis sans leur version de moi. Noah a serré ma main. Alors découvrons-le ensemble. J'ai laissé ce silence s'installer entre nous. Le climatiseur s'est mis en marche avec un craquement sonore, envoyant une bouffée d'air froid dans la pièce comme un soupir. Il y avait tellement d'inconnus. Nous n'avions aucun meuble à part le matelas pneumatique et une chaise pliante. Nos économies combinées étaient modestes, de quoi tenir quelques mois si nous faisions attention. Nous ne connaissions pas les voisins. Les murs étaient fins. J'entendais quelqu'un à l'étage passer la même chanson country en boucle. Mais pour la première fois depuis des années, je ne jouais pas un rôle. Je n'essayais d'impressionner personne, de prouver quoi que ce soit, ou de mendier des miettes de validation. J'étais simplement autorisé à être moi-même. Nous avons passé la journée à ouvrir les boîtes. De temps en temps, je déballais quelque chose qui me rappelait qui j'étais avant de commencer à me battre pour des lambeaux d'affection, un cadre photo fissuré datant de l'université, mon vieux journal intime à moitié rempli de rêves que j'avais mis de côté il y a longtemps. Une plante miniature en pot que Noah avait gardée en vie à travers 3 appartements et un voyage en voiture. Ce soir-là, nous nous sommes assis par terre pour manger des nouilles à emporter à même le carton, utilisant une boîte de déménagement comme table. Mon dos me faisait mal. Mes yeux me brûlaient. Mes côtes avaient enfin l'impression de pouvoir respirer. Tu sais, ai-je dit entre 2 bouchées, c'est peut-être le dîner le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Noah a levé les yeux, des nouilles pendant au bout de sa fourchette. Même sans champagne et lustre. J'ai souri. Surtout sans œufs. Il a tapé sa fourchette contre la mienne comme pour un toast. À notre nouveau départ. J'ai levé la mienne. À ce que nous construisons de nos propres mains. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pas avec un plan grandiose ou un miracle, mais avec du thé à la menthe poivrée, des tapis d'occasion et un homme qui ne m'a jamais demandé de m'effacer pour qu'il puisse briller. En m'endormant ce soir-là sur le matelas inconfortable,
écoutant la respiration régulière de Noah et les légers craquements du bâtiment, j'ai fait un vœu silencieux. Ils m'ont peut-être rejeté comme si je n'étais rien, mais j'allais construire une vie si ancrée, si inébranlablement mienne, qu'ils devraient un jour lever les yeux pour voir où j'étais arrivé. Le studio dans l'est d'Austin n'était techniquement qu'une seule pièce, mais nous la traitions comme s'il y en avait 4. Le coin près de la fenêtre servait de bureau, même s'il n'y avait de la place que pour une petite table et une chaise en métal trouvée dans une friperie pour $10. La minuscule cuisine est devenue notre salle de conférence, tapissée de postes TS sur le frigo et de reçus d'épicerie fixés sur un tableau en liège. Notre lit se repliait dans le mur, et le placard servait à la fois de garde-robe et de salle de serveur pour les projets en freelance de Noah. Mais malgré l'exiguïté, le plafond semblait plus haut que celui de la salle de bal du mariage d'Amanda, car ici, personne ne me faisait sentir insignifiante. Mon premier emploi, je l'ai trouvé grâce à un recruteur qui a à peine regardé mon CV avant de dire « Il cherche quelqu'un capable de respecter les délais sans ego. » Ça vous ressemble ? Et ce fut toute ma préparation pour l'entretien. L'entreprise était une firme technologique de niveau moyen avec un produit que je ne comprenais pas tout à fait et une culture qui vénérait les bureaux debout et les emojis sur Slack. J'ai été embauché comme spécialiste marketing junior, une assistante glorifiée, en réalité, mais je m'en fichais. C'était un pied dans la porte, mon propre pied. Personne ne l'avait placé là pour moi. J'arrivais chaque matin à 7h30, 30 minutes avant le reste de l'équipe. Pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que j'avais quelque chose à me prouver, que je pouvais recommencer, que je pouvais apprendre vite, que je pouvais être quelqu'un d'autre que la déception de la famille. Noah, pendant ce temps, acceptait des contrats de codage qui payaient de manière sporadique et arrivaient souvent avec des délais vagues et des clients encore plus vagues. On vit le rêve, plaisantait-il, les yeux injectés de sang après avoir fixé du code pendant 12 heures. Le rêve de qui ? Répondais-je, en avalant des ramen bon marché avec une fourchette en plastique. Parce que le mien avait plus de plans de travail. Même en riant malgré l'épuisement, nous construisions quelque chose. Pas seulement un tableur de budget et un calendrier Google partagé, mais une vie sans aucune attache aux obligations passées. Chaque jour, nous choisissions cela l'un l'autre, le labeur, le chaos, le rêve. Je rentrais du travail, je posais mon sac et je commençais immédiatement à aider Noah à tester sa dernière création. Il prenait le relais pour la cuisine, généralement ce que nous pouvions nous offrir. Du riz, des haricots, peut-être des raviolis surgelés si c'était une bonne semaine et nous mangions ensuite assis en tailleur sur le sol. Un jour, on repensera à ces dîners de ramen et on en rira, ai-je murmuré un soir, piquant le bouillon salé avec un sourire fatigué. Noah a posé sa tête sur mon épaule. Promets-moi qu'on en mangera encore, d'accord ? Mais avec de vrais bols la prochaine fois. Je l'ai poussé du coude. Là, tu en demandes trop. Nous dormions rarement en même temps. Nos horaires se chevauchaient par lambeaux, 1 heure à l'aube quand il se glissait au lit alors que je me réveillais, ou 10 minutes avant le dîner quand nous restions assis en silence, trop fatigués pour parler mais reconnaissants d'exister dans le même espace. Un soir, vers minuit, j'étais en train de me brosser les dents tandis qu'il était assis en tailleur par terre pour déboguer du code. J'ai capté notre reflet dans le miroir, moi dans un sweatshirt trop grand, lui dans un pantalon de pyjama troué aux genoux. Et pendant un instant, j'ai eu l'impression d'observer des inconnus qui avaient l'air heureux. Et cela m'a surprise, car j'avais passé des années à croire que le bonheur était quelque chose qui arrivait après l'approbation, après les applaudissements, après que quelqu'un vous a donné la permission d'être fier de vous. Mais ici, dans notre appartement de 40 mètres carrés avec des stores cassés et une alarme incendie qui bipait chaque fois que je faisais des tartines, je ressentais une étincelle de fierté qui n'avait besoin d'aucune validation. Un soir, après avoir décroché mon premier projet de campagne en solo, je suis rentré et j'ai trouvé Noah endormi sur le bureau, une couverture glissant à moitié de ses épaules, son ordinateur vrombissant à côté de lui. Je ne l'ai pas réveillé. Je me suis assise tranquillement en sirotant un thé dans notre tasse ébréchée, laissant ce moment m'envelopper. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas le genre de choses qu'Amanda aurait posté sur Instagram.
Mais c'était réel, et c'était à nous. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'essayer de rattraper une version du succès que ma famille avait fait miroiter devant moi. Je construisais le mien. Tout a commencé par une réunion annulée et un sandwich à moitié terminé. J'étais à mon bureau, rédigeant des textes publicitaires pour un client qui vendait des claviers ergonomiques en forme de nuage, quand la directrice créative, Marcy, s'est précipitée devant moi dans une effluve de shampoing sec et un regard paniqué. Julie, elle s'est arrêtée, a fait marche arrière et m'a pointé du doigt. Tu es douée pour les dossiers de présentation, n'est-ce pas? Enfin, oui, assez. Pourquoi? Elle a expiré. J'ai un rendez-vous à 15 h avec Blue Peak. Ils veulent refaire leur image de marque avant leur levée de fonds de série B, mais j'ai un doublon avec une démo de produit à San Francisco. Tu es la seule à avoir déjà fait des recherches sur leur marché. J'ai cligné des yeux. Tu veux que je fasse la présentation? Ses doigts tambourinaient nerveusement sur sa tablette. Contente-toi de les enthousiasmer. Tu ne seras pas seul, Jason sera là pour t'épauler. Mais Julie, elle m'a regardé dans les yeux, ne joue pas la sécurité. Ils ont déjà vu la sécurité. Donne-leur quelque chose d'audacieux. J'ai passé les 4 heures suivantes comme si je révisais pour un examen dont j'ignorais l'existence. Au moment d'entrer dans la salle de conférence aux parois de verre, mes mains étaient moites et je n'avais rien mangé depuis 10 h du matin. Jason m'a fait un signe de pouce levé, s'attendant clairement à ce que je me repose sur le dossier et qu'il prenne le relais. Mais une fois que j'ai commencé à parler, je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne sais pas ce qui m'a pris, quelque chose de tranchant s'était installé dans ma poitrine. Ce sentiment que si je ne les forçais pas à me voir maintenant, ils ne le feraient jamais. Alors j'ai parlé franchement, directement, comme si je racontais une histoire au lieu de vendre une stratégie. Vous ne voulez pas simplement de la visibilité, leur ai-je dit, en faisant défiler les diapositives. Vous voulez une identité. Vous voulez devenir le verbe de votre industrie, pas seulement un nom dans un menu déroulant. L'une des cofondatrices, une femme avec des lunettes à monture rouge, s'est penchée en avant. Dites-moi plus là-dessus. C'est ce que j'ai fait. J'ai esquissé une campagne de marque qui renversait leur image habituelle, passant du pratique à l'aspirationnel, les positionnant non pas seulement comme un outil de productivité, mais comme un état d'esprit. J'ai même suggéré un slogan qui m'a surprise moi-même, pensez demain. Commencez maintenant. Quand ce fut terminé, le silence s'est fait dans la salle. Et puis elle a souri. C'est la première chose que j'entends aujourd'hui qui me donne réellement envie de dépenser de l'argent. Jason est resté assis, sidéré. Je ne l'ai pas regardé. Nous avons décroché le contrat. Marcy m'a appelé dans son bureau le lendemain matin. Son visage était illisible jusqu'à ce qu'elle ferme la porte et pousse un cri de joie qui m'a fait rire de surprise. Julie, je ne vais pas mentir, je pensais que c'était un coup désespéré, mais tu as tout déchiré. Tu n'as pas seulement décroché le client, tu nous as fait monter d'un cran. J'ai cligné des yeux. Tu as du cran et de la vision, a-t-elle continué, s'adossant dans son fauteuil. As-tu déjà pensé à diriger ta propre agence? Cette phrase a réécrit quelque chose en moi. Non, ai-je dit lentement. Mais peut-être que je devrais. Ce soir-là, Noah et moi avons fêté ça dans un bar sur un toit au centre-ville d'Austin. C'était un de ces endroits avec des ampoules Edison et des cocktails trop chers, mais la vue en valait la peine. La ville s'étendait sous nos pieds, vibrante de possibilités. Nous avons partagé un seul apéritif et siroté nos verres, trop conscients de notre budget pour faire des folies, mais peu importait. Je portais ma seule robe convenable. Noah avait repassé sa chemise 2 fois. Nous détonnions au milieu des investisseurs et des influenceurs, mais je ne m'étais jamais senti aussi bien nulle part. J'ai cherché sa main sous la table, entrelaçant mes doigts aux siens. Ça change tout, ai-je chuchoté. Il m'a regardé, sans surprise, sans scepticisme, juste avec une fierté tranquille. C'est vrai. Le ciel virait à l'ambre, le soleil embrassait les gratte-ciel, le genre de vue qu'on met sur les cartes postales.
Mais la plus belle chose ce soir-là n'était pas la ligne d'horizon, c'était ce que je ressentais à l'intérieur, comme si j'avais brisé une écorce et qu'au lieu de saigner, j'étais en train de fleurir. L'espoir ne ressemblait plus à un pari. C'était mérité. Le bureau avait une fissure dans un coin et un tiroir qui coinçait chaque fois qu'on le tirait. Mais quand Noah l'a porté dans le garage et l'a posé avec un petit grognement de fierté, j'ai eu l'impression que nous baptisions un trône. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit, en essuyant la poussière de son jean et en se tournant vers moi avec un sourire en coin. Mais c'est à nous. J'ai passé mes doigts sur le bois voilé, puis j'ai regardé autour de moi cet espace qui appartenait désormais officiellement à notre rêve, un garage aménagé dans un duplex modeste de l'est d'Austin. Une fenêtre, un ventilateur et une guirlande de LED que nous avions bouclée au plafond comme s'il s'agissait d'une start-up technologique de 2006. C'était exigu, étouffant, et cela sentait vaguement l'huile malgré 3 nettoyages intensifs. Et pourtant, c'était parfait. Tous les empires commencent dans un garage, ai-je dit, souriant en m'asseyant sur la chaise grinçante. Le nôtre est juste livré avec une tondeuse à gazon en prime dans le coin. Il a ri et a ouvert son ordinateur sur la table de camping qui lui servait de bureau. Nous étions officiellement les cofondateurs de Silverthread, Fil d'argent, notre agence de marketing boutique, nommée d'après une chose que ma grand-mère m'avait dite un jour, toute femme forte porte un fil d'argent de vérité à travers tout ce qu'elle tisse. Il nous avait fallu 2 mois de planification après le travail, des dizaines de sessions stratégiques nocturnes et un saut terrifiant mais exaltant. J'ai quitté mon emploi. Marcie avait été déçue mais m'avait soutenu. « Tu as le feu sacré », m'avait-elle dit en m'embrassant pour me dire au revoir. « Va construire ce truc, et quand tu seras prête à collaborer, je serai là. » À l'instant où j'ai envoyé cet email de démission, mon estomac s'est noué comme si j'avais sauté d'une falaise. Mais le lendemain matin, assise pieds nus dans notre bureau-garage avec un café dans une tasse ébréchée et une liste de tâches 2 fois plus grande que moi, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Au début, nous n'étions que 2. Je m'occupais de l'image de marque, des appels clients et de la stratégie de campagne. Noah se chargeait du développement web, de l'analyse et de tout ce qui demandait moins d'énergie sociale. Nous étions opposés sur ce point, j'aimais pitcher des idées, il aimait laisser le code parler. Notre première cliente était l'amie d'une amie et une femme lançant une ligne de matériel de puériculture durable qui ne pouvait pas se payer une grande agence mais qui avait besoin d'aide pour atteindre les parents. J'ai passé tout un week-end à construire un tunnel de vente basé sur son histoire personnelle, pourquoi elle avait créé l'entreprise, quels problèmes elle résolvait. Et Noah a construit le site en 3 jours chrono. Elle a pleuré lors de l'appel Zoom quand elle a vu les résultats. On dirait vraiment moi, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que quelqu'un comprendrait un jour. Cette semaine-là, le trafic de son site a triplé. Nous lui avons facturé $900 au total. Nous aurions dû demander plus, mais ce travail nous a donné notre premier témoignage, nos premières recommandations par le bouche à oreille, notre première preuve réelle que ce n'était pas juste une expérience amusante d'indépendance. Nous n'étions pas seulement en train de survivre, nous étions en train de démarrer. Les jours se brouillaient. Les matinées étaient consacrées aux réunions clients, les après-midi à la rédaction et au débogage, les soirées aux pizzas surgelées et aux postes TS remplis de nouvelles idées. Parfois, nous faisions la sieste à tour de rôle sur le pouf dans le coin quand le garage devenait trop chaud. Un après-midi, j'ai surpris Noah en train de fixer le tableau blanc que nous avions couvert de plans de projet et de délais. Il avait ce sourire un peu hébété. « Quoi ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Ça vient de me frapper. On l'a fait. On l'a vraiment fait. On a créé quelque chose qui n'existait pas auparavant. » Je me suis approché et j'ai posé ma tête sur son épaule. « Ça fait du bien, non ? » « Mieux que ce que j'espérais, » a-t-il murmuré. « Et c'est terrifiant aussi. Nous n'avions toujours pas d'assurance maladie. Nous nous inquiétions toujours pour le loyer si un client disparaissait. Nous partagions toujours nos repas la plupart des soirs et calculions chaque dépense dans un tableur partagé intitulé « Budget ne pas paniquer ».
Mais nous créions quelque chose selon nos propres termes. Et le meilleur? Le nom de personne d'autre n'était sur la porte. Enfin, si nous avions eu une porte pour l'instant, ce n'était qu'un bureau fissuré, un ordinateur vrombissant et un signe écrit à la main scotché sur le mur du garage, Silver Trade Marketing. Construit avec cran. Dirigé à l'espoir. Chaque petite victoire ressemblait à une rébellion. Chaque demande par email ressemblait à une étincelle. Chaque « oui » d'un client effaçait un morceau de mon passé qui me retenait. Amanda a dit un jour que je n'avais aucune vision, que j'étais pratique à l'excès. Tu ne prends jamais de risques, disait-elle, sirotant du vin lors d'une fête chez nos parents. Tu n'as pas ça en toi. J'ai repensé à cela au moment de cliquer sur « Envoyer » pour une nouvelle proposition client. Ma main n'a pas tremblé. Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'étais plus en train de demander une place sous les projecteurs de quelqu'un d'autre. Je construisais les miens. Au moment de notre premier anniversaire, 1 an après avoir installé ce bureau d'occasion dans le garage, Silver Trade n'était plus seulement Julie et Noah dans une boîte étouffante avec du Wi-Fi. Nous avions un bureau, un vrai, avec des sols en béton ciré, des poutres apparentes et des fenêtres du sol au plafond qui donnaient l'impression que toute la ville nous acclamait. Il était situé au 5e étage d'un bâtiment modeste mais moderne au cœur d'Austin. La négociation du bail avait pris des semaines, et j'avais hésité sur chaque dollar dépensé. Mais la première fois que j'ai vu notre nom gravé sur la porte vitrée Silver Trade Creative, j'ai pleuré. Sans aucune honte. Noah m'a juste tendu un mouchoir et a chuchoté, « On n'est plus dans le garage, Toto ». Ce qui avait commencé avec une seule cliente indépendante s'était transformé en quelque chose de plus grand que prévu. Le bouche-à-oreille a fonctionné pour cette petite agence qui écoutait vraiment, qui construisait des campagnes avec du cœur et des chiffres, et qui traitait les startups comme des histoires plutôt que de simples logos. L'un de nos premiers clients nous a recommandé à un investisseur en capital risque local qui aimait notre style. Cet investisseur nous a envoyé un fondateur, puis un autre. Très vite, notre boîte de réception a débordé de demandes que nous devions trier comme des appels d'urgence. Lorsqu'un investisseur providentiel, un vrai investisseur avec un blazer impeccable et une énergie du genre, parlons chiffres, m'a contacté pour un rendez-vous, j'ai cru à une blague. Ce n'en était pas une. Il aimait notre croissance, notre authenticité, et surtout le fait que nous n'essayions pas de devenir une agence boursouflée remplie de mots à la mode et de gens épuisés. Je ne suis pas là pour changer ce que vous bâtissez, a-t-il dit en sirotant un expresso en face de moi dans un café qui facturait 7 $ le café filtre. Je veux juste vous aider à passer à l'échelle. Son capital nous a permis d'embaucher nos premiers employés. Une designer junior nommée Tam, qui travaillait avec une vitesse terrifiante, et une chef de projet, Carla, capable d'organiser le chaos comme si c'était sa langue maternelle. Nous avons même pris une rédactrice à temps partiel pour me libérer du temps pour la stratégie de haut niveau. Le rythme de nos vies a encore changé. Moins de précipitation, plus de structure. J'ai enfin arrêté de vérifier le solde du compte 2 fois par jour. Nous sommes passés des burritos surgelés aux sushis livrés le vendredi. Mais certaines choses n'ont pas changé. Noah et moi travaillons toujours côte à côte, lui dans son sweat à capuche usée, moi avec ma tasse ébréchée de notre premier client. Chaque décision majeure était encore prise autour de la même table de camping, nous l'avions déménagé dans le nouveau bureau par pure loyauté. Et chaque nouveau client recevait toujours un email de bienvenue personnel signé de nos deux noms. Un soir, alors que le soleil déversait de l'or fondu à travers les fenêtres, je me suis tenu devant notre petite mais vaillante équipe. C'était notre première réunion d'équipe officielle et tout le monde avait apporté quelque chose, des cupcakes, des chips, un plateau de fruits très enthousiaste. J'ai fait teinter mon verre à juste de l'eau pétillante, mais cela semblait assez chic. Je veux dire quelque chose, ai-je commencé, et le silence s'est fait. Il y a 1 an, cette entreprise était un rêve. Un espoir à peine solide écrit sur un tableau blanc dans notre garage. Pas de bureau, pas de financement, aucune certitude, juste un bureau.
Un client et 2 personnes dopées au café qui croyaient qu'il y avait une meilleure façon d'aider les gens à développer leurs affaires. Tam a souri et a levé son gobelet en plastique. À la caféine et au chaos. J'ai ri, puis j'ai regardé autour de moi. J'ai été frappé par la jeunesse de tout le monde, pas en âge, mais en esprit, affamé, déterminé. Aucun d'entre nous n'était là par héritage, par faveur ou par lignée. Nous construisions parce que personne ne nous avait rien donné. Alors, voici mon toast, ai-je dit. À l'entreprise bâtie sur l'amour, le cran et une absence totale de coups de pouce. La salle a éclaté en acclamations et en tintements de verre. J'ai capté le regard de Noah. Il a souri, et j'ai su qu'il se souvenait de la nuit où nous avions quitté la salle de bal. La nuit où j'avais murmuré, nous partons ce soir, sans même réaliser que je m'éloignais de bien plus que d'un simple mariage. Maintenant, debout ici, entouré de gens qui me respectaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je n'étais pas, j'ai senti un nouveau basculement. C'était cela, le succès. Pas le genre de succès brillant qu'on voit dans les magazines, mais celui qu'on construit avec des ongles cassés et une vision inébranlable. Nous sommes rentrés à pied ce soir-là. Oui, nous aurions pu prendre une voiture, mais le fait de sentir le pavé sous nos pieds nous semblait juste. J'ai passé mon bras sous celui de Noah et j'ai dit, « Est-ce que tu penses parfois au chemin parcouru ?» Tout le temps, a-t-il murmuré. Mais je suis plus intéressé par celui qu'il nous reste à parcourir. J'ai regardé les étoiles et chuchoté, moi aussi. C'était un mardi après-midi, le genre d'après-midi bourdonnant de mai et du rythme régulier de mon équipe discutant dans notre bureau en espace ouvert. Carla venait de laisser un post-it sur mon bureau pour me rappeler notre session de planification du 2e trimestre quand j'ai reçu un message sur LinkedIn de la part de quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis des années. Salut Julie. Question bizarre, parles-tu toujours à Amanda? J'ai cligné des yeux en lisant le nom, Melissa Carlton. Nous étions allés à l'université ensemble, avions partagé quelques cours de marketing et un projet de groupe vraiment désastreux. Elle avait toujours été douce d'une manière discrète, presque oubliable. Nous nous étions perdus de vue comme la plupart des gens après l'obtention du diplôme, connectés seulement par l'occasionnel souhait d'anniversaire suggéré par l'algorithme. Pas vraiment, ai-je répondu. Pourquoi? Sa réponse est arrivée instantanément, comme si elle attendait la permission de parler. Elle vit chez sa mère depuis quelques mois, elle dit que son mariage est fini. Je me disais que tu en saurais peut-être plus. J'ai fixé l'écran, immobile. Le brouhaha du bureau s'est estompé autour de moi. Je n'avais pas entendu le nom d'Amanda prononcé à voix haute depuis si longtemps. C'était comme si quelqu'un venait de forcer une boîte que j'avais glissée sous le lit et que j'avais essayé très fort d'oublier. Melissa a ajouté qu'elle s'était croisée lors d'un événement de bien-être à Dallas. Amanda était apparemment retournée vivre chez nos parents, juste pour le moment, et essayait de se reconstruire, bien qu'elle n'ait rien dit de plus qu'un sourire étrange et un commentaire vague sur le fait que les temps étaient durs. Elle a dépensé tout l'argent pour une maison, une lune de miel, et Dieu sait quoi d'autre, a ajouté Melissa dans un message de suivi. Elle ne l'a pas dit, mais elle avait l'air de quelqu'un qui essaie de recoller les morceaux. J'ai fermé mon ordinateur lentement. Ce soir-là, dans notre appartement le nouveau, un 2 pièces minimaliste avec des parquets chaleureux et une légère odeur d'eucalyptus venant d'une bougie que je ne cessais de faire brûler, je l'ai dit à Noah. Il était assis par terre, les jambes allongées, son ordinateur sur les genoux. Il n'a pas levé les yeux quand j'ai prononcé son nom, mais ses doigts se sont arrêtés sur les touches. Amanda. Melissa Carlton l'a croisée, ai-je dit, m'asseyant sur la coudoir du canapé. Elle dit que son mariage a volé en éclats. Elle vit de nouveau chez mes parents. Il a laissé échapper un léger souffle. Waouh. Ouais. Nous sommes restés silencieux un moment. La pièce était calme, mis à part le doux ronronnement de notre petit purificateur d'air et l'occasionnel coup de klaxon dans la rue en bas. Je ne savais pas trop ce que je ressentais. Pas de la joie. Certainement pas ça. Pas de désir de vengeance. Si c'était quelque chose, c'était peut-être de la curiosité.
Le genre de douleur qu'on ressent en voyant une vieille cicatrice et en essayant de se rappeler la souffrance qu'il a causée. Elle a utilisé tout l'argent, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Absolument tout. Noah a fini par fermer son ordinateur et m'a regardé. Elle t'a contacté? J'ai secoué la tête. Jamais. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Tu vas bien? Je ne sais pas, ai-je admis. C'est bizarre. Je pensais que je me sentirais vengé ou même un peu fier, peut-être, mais non. J'ai juste l'impression que quelqu'un a soulevé un rideau que je pensais cloué au mur. Il a hoché la tête lentement, me laissant digérer cela. Puis il a dit, fais juste attention, Julie. La nostalgie donne à la trahison un air pardonnable. J'ai esquissé un sourire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était vrai. Je ne vais pas la contacter, ai-je dit. Mais je mentirais si je disais que je ne me demande pas comment c'est, là-bas. Dans cette maison, avec elle de retour dans cette chambre, avec ma mère qui fait probablement semblant que rien ne s'est jamais passé. Noah s'est approché et a pris ma main. Tu ne dois ta curiosité à personne. La chaleur de sa peau m'a apaisé ma poitrine. Je sais, ai-je dit. Mais je suppose que je me demande quand même qui elle est devenue. Si elle pense parfois à ce qu'elle a fait, à ce qu'ils ont tous fait. Il a serré ma main. Peut-être. Mais y penser et le regretter, ce n'est pas la même chose. J'ai lâché un soupir que je ne savais pas avoir retenu. C'est juste que... Je me rappelle ce mariage. Elle debout devant tous ces gens, rayonnante comme une étoile, et moi relégué à la table 19 comme si j'étais l'erreur qu'ils étaient obligés d'inviter. Tu n'étais pas l'erreur, a-t-il dit doucement. Tu étais celle qui est partie, celle qui a construit quelque chose de mieux. J'ai hoché la tête, les yeux humides. Amanda était retournée à l'endroit que j'avais fui, mais je n'étais plus sur le seuil de cette porte. J'étais à 3 villes de là. Pourtant, quelque part dans ma poitrine, une légère douleur persistait. Pas du regret, pas de la nostalgie, juste l'histoire. Le genre d'histoire qui ne frappe pas à la porte, mais qui sait toujours où vous habitez. C'était un dimanche après-midi, le genre d'après-midi fait pour le thé, les playlists et le linge à moitié plié sur le canapé. J'étais pieds nus dans la cuisine, en train d'éplucher des oranges, quand on a sonné à la porte. Noah était à une conférence technologique. Je suis donc allé voir par le Judas, m'attendant à une livraison ou peut-être à Carla, qui passait parfois avec des restes de boulangerie. Mais ce n'était pas Carla. C'était ma mère et Amanda. Je me suis figé. Elles se tenaient côte à côte sur le perron, la lumière du soleil les éclairant comme un portrait mis en scène. Amanda avait les cheveux plus courts maintenant, son maquillage était plus léger. Ma mère affichait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle se tenait par le bras, comme si elle passait par là pour un brunch. J'ai ouvert la porte lentement, mes mains encore humides d'agrumes. Julie, s'est exclamée ma mère comme si nous nous parlions toutes les semaines. Salut, a ajouté Amanda, la voix au perché et un peu essoufflée. On était dans le quartier. J'ai cligné des yeux. Ma mère a jeté un coup d'œil derrière moi dans l'appartement. C'est charmant, a-t-elle dit, s'avançant déjà. On peut entrer? J'ai hésité 2 secondes de trop, mais je me suis quand même écarté. Elles sont entrées dans le salon comme si elles étaient là pour le visiter. Leur regard balayait l'espace, notant les meubles élégants, l'éclairage tamisé, les étagères remplies de livres, de trophées et de cartes de remerciements de clients encadrés. Tu as vraiment bien réussi, a dit Amanda après un moment, la voix douce mais tranchante sur les bords. Ma mère a fait un signe de tête sec. Très bien agencé. Propre. J'ai croisé les bras nonchalamment. Merci. Il y eut un silence pesant. Amanda s'est approchée de la bibliothèque et a pris l'un des articles de presse sur notre agence que j'avais fait encadrer discrètement. C'est toi qui diriges Silver Thread, a-t-elle dit. Je ne savais pas que c'était ce Silver Thread. J'ai haussé un sourcil. Il y en a d'autres?
Elle a ignoré la pique. J'ai vu un post d'une fille avec qui j'étais à l'école. Elle disait que ton équipe l'avait aidé à doubler ses conversions en 3 mois. Je n'ai rien dit. Nous étions fiers, a ajouté ma mère soudainement, trop vite. Nous comptions te le dire. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas si je me sentais insulté ou invisible. Peut-être les deux. Amanda s'est alors tournée, une lueur étrange dans les yeux. Alors, qui t'a financé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais bien le capital de départ, les relations, tout ce qui rend ce genre de choses possible. Je l'ai fixé. Personne ne m'a financé. Je l'ai construit moi-même. Elle a cligné des yeux. Complètement seule? Avec Noah. Le sourire de ma mère s'est évanoui. Le silence s'est étiré. Puis elle a dit froidement, « Eh bien, c'est ce qui arrive quand on est égoïste. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. « Pardon, ai-je dit. » Toutes ces années, a-t-elle continué, d'un geste vague. Nous avons essayé de maintenir la famille unie. Tu es parti, tu nous as coupé les ponts, et maintenant tu es assise ici dans ce petit appartement pimpant, faisant comme si de rien n'était. Les lèvres d'Amanda ont tremblé. Pourquoi je n'ai pas ça, moi, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Je n'ai pas répondu. Ma mère a attrapé son sac. On pensait que peut-être. Enfin, peu importe. Amanda s'est tournée brusquement. On pensait que peut-être elle proposerait de nous aider. Les mots sont tombés comme un coup près. Elles me fixaient toutes les deux et j'ai réalisé que ce n'était pas une visite. C'était une tentative. Un retour en douceur déguisé en affection mais dégoulinant d'attente. Je ne vous donnerai pas d'argent, ai-je dit calmement. Le visage d'Amanda s'est décomposé. Tu ne veux même pas savoir ce que j'ai traversé? Je le sais. J'en sais assez. Et tu dis quand même non? J'ai soutenu son regard, ferme. J'ai dit non il y a bien longtemps. Tu n'écoutais simplement pas. Ma mère a reniflé. Tu as toujours été ingrate. Non, ai-je dit. J'en avais juste assez d'être celle dont on ne se souvenait que lorsqu'on avait besoin de quelque chose. Elles sont parties sans claquer la porte, ce qui était presque pire d'une certaine façon. Le silence d'Amanda était plus bruyant que des cris. Ma mère ne s'est pas retournée. Je suis resté dans le couloir longtemps après leur départ, l'écho de leur visite flottant dans l'air comme de la fumée. 2 jours après leur visite, je me suis surprise à fixer le thé intact sur mon bureau, dont la vapeur s'était évaporée depuis longtemps. Je n'en avais parlé à personne. Ni à Carla, ni à Tam, ni même à Noah. Pas encore. Toute cette affaire m'avait laissé vide. Pas brisé comme autrefois, mais avec cette lassitude profonde qu'on ressent après avoir porté quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas explosé de rage. J'ai simplement pris rendez-vous avec une avocate. Elle s'appelait Marlène Sanchez. Un regard aiguisé, une voix calme et une présence qui vous forçait à vous tenir droite sans même vous en rendre compte. Elle nous avait aidé à constituer Silver Trade en société l'année dernière, et j'avais confiance en elle pour les choses importantes. Alors, a-t-elle demandé doucement, joignant ses mains sur son bloc-notes. Vous voulez créer un fonds d'éducation? Oui, ai-je dit. Spécifiquement pour ma nièce. Pas pour Amanda, pas pour mes parents, juste pour la petite. Je m'attendais à ce que Marlène me demande pourquoi, qu'elle s'étonne de cet arrangement inhabituel, mais elle s'est contentée d'acquiescer. Une fiducie de garde avec une clause éducative stricte. Qui servira de fiduciaire? Vous, une tierce partie? Moi pour le moment, mais les conditions doivent être claires. Aucun retrait par Amanda. Aucune cosignature. L'argent est pour l'avenir de l'enfant. Point final. Marlène a pris des notes. Et si Amanda conteste cela? Elle peut contester devant son miroir. C'est tout ce qu'elle obtiendra. Le coin de la bouche de Marlène s'est relevé en un fantôme de sourire.
Il nous a fallu un peu plus d'1 heure pour structurer l'essentiel. J'ai transféré une partie de mes gains de notre dernière grosse campagne, assez pour couvrir 10 ans de frais de scolarité futurs, peut-être plus si l'argent était investi judicieusement. Ce n'était pas par culpabilité. Ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit. C'était une question de choix, le mien. Alors que je signais la dernière page, Marlène s'est arrêtée et m'a regardé. Vous savez, a-t-elle dit pensivement. Beaucoup de gens confondent les limites avec la punition. Ce n'est pas ça, c'est de la transmission. J'ai hoché la tête lentement. Ce soir-là, j'ai retrouvé Noah dans notre café préféré, celui avec les chaises dépareillées et le menu au tableau qui ne changeait jamais. Il était déjà assis avec une tasse de quelque chose de fort et d'herbacé, son expression s'est adoucie en me voyant entrer. « Ça va ?» a-t-il demandé en se levant pour tirer ma chaise. Maintenant oui. Il a attendu. Je lui ai tout raconté. La visite, l'attention. Les larmes d'Amanda, le mépris de ma mère. Et puis la décision, le fond. Il m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux fixés dans les miens tout au long de mon récit. Quand j'ai eu fini, il a cherché ma main sur la table. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais. Elles vont raconter l'histoire comme elles le veulent. Je sais ça aussi. J'ai regardé par la fenêtre, observant une petite fille qui chassait des bulles de savon sur le trottoir, sa mère riant derrière elle. Elles ne sauront jamais ce qu'elles ont perdu, ai-je dit en me tournant vers lui. Mais notre fille, j'ai marqué une pause, souriant à l'avenir dans lequel nous n'avions pas encore pleinement mis les pieds, elle n'aura jamais à se demander si elle en valait la peine. La main de Noah s'est serrée sur la mienne. Pas une seule seconde. Nous avons fait teinter nos tasses pour un toast discret. Pas de grand discours, pas besoin de validation, juste un acte de compassion calme assorti de conditions, une graine plantée pour un être innocent, et une ligne tracée dans le sable pour ceux qui ne l'étaient pas. Tout a commencé par une story Instagram cryptique, une photo floue d'un Noël d'enfance, Amanda et moi en pyjama assortis, déballant des cadeaux devant notre vieille cheminée. La légende disait, certaines personnes oublient d'où elles viennent. J'ai fixé mon téléphone pendant 1 minute entière, mon déjeuner refroidissant à côté de moi. Puis est venu le post Facebook, un long paragraphe mélancolique sur la façon dont l'argent change les gens, comment certains frères et sœurs choisissent la fierté plutôt que la famille, et comment la loyauté ne semble plus rien vouloir dire. Aucun nom, aucune accusation directe, juste assez d'indices pour nourrir 1000 esprits curieux. Et ils ont mordu à l'hameçon. Les commentaires ont afflué. Des cousins éloignés, des connaissances du lycée, même quelques-unes des anciennes demoiselles d'honneur d'Amanda dont la plupart ne m'avaient pas adressé la parole depuis son mariage. Elles intervenaient, choquées, attendaient, qui ferait ça à sa propre sœur? Les gens oublient qui les a aidés à monter. J'ai toujours su qu'elles se croyaient mieux que nous. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je refusais de me rouler dans la boue. Jusqu'à ce qu'elle m'envoie un SMS, « Amanda, tu n'as pas le droit de nous rejeter et de faire comme si tu étais une sainte. Tu nous dois des comptes, Julie. Nous sommes du même sang. Ne l'oublie pas. » J'ai fixé ces mots pendant longtemps. Tu nous dois des comptes. Pas un merci pour le fond. Pas un « je suis désolé pour ces années de silence ». Pas un « parlons-en ». Juste une dette. Un sentiment de droit déguisé en sentimentalité. Nous sommes du même sang. Comme si c'était l'ultime carte maîtresse. Ce soir-là, j'étais dans la loge d'un centre événementiel en ville. Le cliquetis des verres et le brouhaha des investisseurs technologiques résonnaient juste derrière le rideau. Nous annoncions la première acquisition de Silverthread, un petit collectif de design que nous admirions depuis longtemps. Cela aurait dû être l'une des soirées les plus gratifiantes de ma vie. Au lieu de cela, ma poitrine me brûlait. J'ai fait ce que j'avais à faire, poser pour des photos, serrer des mains, j'ai même prononcé un discours soigné sur la créativité et la croissance consciente. Mais derrière mon sourire, je m'effondrais. Quand nous sommes rentrés, j'avais déjà enlevé mes talons avant même d'atteindre le couloir.
Je ne peux pas laisser ça continuer, ai-je dit, me laissant tomber sur le bord du lit. Noah a acquiescé. Alors ne le fais pas, il a ouvert son ordinateur, sachant déjà où j'en venais. Cette nuit-là, nous avons rédigé la lettre. Elle n'était pas émotionnelle. Elle n'était pas cruelle. Elle était définitive. À Amanda et à nos parents, ceci n'est pas fait par colère, mais par souci de vérité. J'ai offert plus que ce que la plupart des gens auraient offert, du soutien, de l'espace, du silence. Mais vous avez choisi de transformer mes limites en trahison, ma paix en offense, et mon absence en arme. Soyons clairs, je ne vous dois rien. Ni amour, ni argent, ni accès à la vie que j'ai bâtie sans vous. Le sang n'est pas un lien, c'est le comportement qu'il est. Je vous souhaite de guérir, mais je ne ferai plus partie de votre récit. J'ai signé. Noah l'a lu une fois, puis a cliqué sur imprimer. Nous l'avons envoyé le lendemain matin, en recommandé avec accusé de réception. Qu'elles la tiennent entre leurs mains. Qu'elle ressente le poids de quelque chose de terminé. Noah et moi nous sommes assis sur les marches arrière après cela, café à la main, regardant le lever de soleil tranquille s'étirer sur notre jardin. Rien de dramatique, pas de feu d'artifice, juste de l'air qui semblait un peu plus léger. « Je suis fier de toi », a-t-il dit doucement. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste appuyé contre lui et j'ai regardé la lumière arriver. La première chose que j'ai faite a été de changer de numéro. Pas seulement de bloquer, mais de changer radicalement à un balayage complet. Nouvelle carte SIM, nouvelle messagerie vocale, nouveau silence. Ensuite, j'ai envoyé la mise en demeure. Marlène m'a aidé à la rédiger. Nous en avons envoyé une à Amanda, une à ma mère, et une à leur adresse commune. Le langage était inattaquable. Cessez la campagne de dénigrement. Cessez le harcèlement indirect. Cessez tout contact. Ce n'était pas dramatique, c'était stratégique. Et puis vint l'étape finale. J'ai envoyé un court message à toutes nos connaissances communes qui avaient vu les histoires de « pauvre Amanda » savamment codées en ligne. Amis, collègues, relations familiales dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, bonjour, il y a eu une certaine confusion concernant ma relation avec Amanda et ma famille. J'ai choisi de garder le silence jusqu'à présent, mais compte tenu des récentes déformations publiques, j'aimerais clarifier les faits. Vous trouverez ci-joint une chronologie, des captures d'écran et des documents financiers montrant la vérité derrière les décisions que j'ai prises. Je ne demande l'approbation de personne, seulement de l'exactitude. Merci, Julie Harmon. Pas d'accusation, pas d'émotion, juste la vérité. Et puis j'ai laissé couler, car j'avais un avion à prendre. Le discours d'ouverture était prévu depuis des mois. Une conférence de l'industrie à Los Angeles remplie de jeunes fondateurs, de créatifs et de contacts médias. Je devais clore la première soirée avec une conférence sur l'image de marque à travers l'authenticité. Ce que personne n'attendait, c'est ce que j'ai réellement dit. Je suis monté sur scène sous des applaudissements polis, portant une robe bleu marine ajustée pour laquelle j'avais économisé secrètement à l'époque où je pensais encore devoir m'habiller comme quelqu'un d'autre pour être prise au sérieux. J'ai souri sous les projecteurs. Je m'appelle Julie Harmon, ai-je commencé. Je suis la fondatrice de Silverthread, et on ne m'a pas donné d'opportunité. Je l'ai bâti après qu'on m'a dit que je n'en méritais aucune. L'atmosphère dans la salle a changé, les gens se sont redressés, les téléphones se sont baissés. Alors je leur ai raconté l'histoire. Pas tous les noms, pas les détails les plus sordides, mais la trajectoire, l'essence. Une femme étiquetée comme « seconde zone ». Mise de côté, sous-estimée, manipulée pour se taire. Qui a quitté la salle de bal, a monté une entreprise dans un garage et a transformé son absence en pouvoir. J'ai fini par ceci, l'héritage n'est pas ce dont on hérite, c'est ce que l'on refuse de répéter. Les applaudissements ont retenti avant même que je puisse quitter la scène. Ce n'était pas juste des applaudissements polis, c'était une libération. Et pour la première fois, je le ressentais moi aussi. Pas de la vengeance, mais de la liberté.
La pelle s'est enfoncée dans le sol avec un craquement sourd. L'air printanier sentait l'écorce humide et la lavande, et mes genoux étaient déjà tachés d'herbe quand Noah est sorti en tenant la dernière chose dont nous avions besoin, le jeune plant de magnolia. Il le portait comme quelque chose de sacré, ses racines enveloppées dans de la toile de jute, quelques pétales d'ivoire commençant déjà à éclore malgré sa petite taille. Il semblait fragile dans ses bras, mais il y avait aussi quelque chose de tranquillement provocateur en lui. Celui-là va être fort, a-t-il dit, s'agenouillant à mes côtés. J'ai hoché la tête, essuyant la sueur de mon front. Nous le serons tous. Derrière nous, la moustiquaire a grincé. Un petit cri de bébé. Je me suis retourné. Notre fille, aux petites joues roses, emmaillotée dans une couverture couleur nuage, était nichée dans les bras de ma tante Jo, qui était venue en avion pour la rencontrer pour la première fois. Elle nous a fait un signe de la main depuis le perron, la berçant doucement. « Je crois qu'elle est juste curieuse », a crié Jo. « Elle veut savoir pourquoi vous creusez. » Noah a ri en installant les racines du magnolia dans la terre. « Dis-lui que c'est pour elle. » Et c'était le cas. Le magnolia était la première chose que j'avais achetée quand nous étions rentrés avec notre fille. Un arbre que j'avais toujours admiré pour son audace, la façon dont il fleurit sans excuse, même quand la météo n'est pas encore sûre de ce qu'elle veut être. Cela semblait juste de le planter ici, dans le jardin de la maison que nous avions autrefois seulement rêvé de pouvoir nous offrir. J'ai pressé mes paumes sur la terre pour la stabiliser. Elle n'aura jamais à gagner sa valeur aux yeux de qui que ce soit, ai-je murmuré. Ni aux miens, ni aux tiens, ni à ceux de personne. Noah s'est penché et m'a embrassé le front. Elle ne saura même pas ce que l'on ressent quand on doit faire ça. Ces mots ont formé une boule dans ma gorge parce que, moi, je l'avais su pendant trop longtemps. Pendant des années, je m'étais mesuré à l'aune des autres, j'étais resté dans des pièces où je n'étais pas la bienvenue, j'avais essayé de prouver des choses à des gens qui refusaient de me voir. Mais c'était fini, et ça ne se reproduirait plus jamais. Pas pour elle. Nous avons fini de tasser la terre et avons entouré la base de galets de rivière. Une petite plaque en laiton que j'avais fait graver sur mesure se trouvait à proximité, encore enveloppée dans du papier de soie. Noah l'a déballée avec précaution et a lu les mots à haute voix, Magnolia Harmon. Planté dans la vérité, cultivé dans l'amour. Nous l'avons placé ensemble dans le sol. Plus tard, après le départ de Jo et une fois le bébé endormi dans son berceau près de la fenêtre, nous nous sommes assis sur la balançoire du perron, regardant l'arbre onduler doucement sous la brise du soir. La main de Noah a trouvé la mienne, ses doigts effleurant mon alliance, un simple anneau d'or que nous avions échangé il y a 2 ans lors d'une cérémonie civile intime. Pas d'invités, pas de fanfare. Juste nous. Juste la paix. Tu penses parfois au chemin parcouru, a-t-il demandé doucement. J'ai souri, posant ma tête sur son épaule. Tout le temps. Il a marqué une pause, puis a dit, est-ce que tu penses qu'elle posera des questions sur eux? Un jour? Je savais de qui il parlait. Amanda, mes parents. Tout cet héritage dentelé que j'avais laissé derrière moi. Peut-être, ai-je dit. Et quand elle le fera, je lui dirai la vérité. Que la famille n'est pas une question de sang partagé. C'est la façon dont on te soutient quand tu es fatigué. La façon dont on te parle quand tu échoues. C'est celui qui est là pour toi sans compter les points. Il a embrassé le sommet de ma tête, et nous nous sommes balancés au rythme du grincement tranquille du siège. De l'autre côté du jardin, le magnolia se tenait droit et immobile, ses petites fleurs blanches captant les premières lueurs du clair de lune. Ce n'était pas encore grand-chose, mais ça le deviendrait tout comme nous. Le bruit de petites baskets frappant le béton ciré résonnait dans l'espace ouvert des nouveaux bureaux de Silver Trade en centre-ville. « Maman, regarde comme je vais vite », a crié Magnolia, les bras grands ouverts alors qu'elle passait en courant devant la salle de conférence vitrée où j'étais en plein entretien. J'ai souri. « Tu es un éclair », lui ai-je répondu. La femme en face de moi, une éditrice d'une publication technologique préparant un article sur les startups dirigées par des femmes, a ri doucement. Elle est adorable.
Quel âge a-t-elle maintenant? 5 ans, ai-je dit fièrement, regardant ma fille prendre un virage serré pour finir dans les bras de Carla, qui était passée de notre première gestionnaire de projet à directrice des opérations au fil des ans. Et elle est convaincue qu'elle dirige cette boîte, a dit Carla, passant la tête dans la pièce avec un sourire. Les réunions d'équipe ne commencent pas tant qu'elle n'a pas donné le signal. La pièce s'est remplie de chaleur. C'était difficile de croire au chemin parcouru. Silver Trade occupait désormais un étage entier dans un entrepôt rénové, poutres apparentes, vue sur la ville, une salle de jeu installée à côté de notre suite bien-être, et ce genre de bourdonnement qu'on n'entend que lorsque les gens aiment ce qu'ils construisent. Nous employions 32 personnes à plein temps, étions partenaires de dizaines d'entreprises dirigées par des femmes, et avions lancé une fondation de mentorat pour les jeunes femmes se lançant dans la tech et le marketing. La plupart du temps, je ne pouvais pas aller de mon bureau à la cuisine sans croiser quelqu'un à qui j'avais parlé lors d'une conférence ou que j'avais guidé lors d'un atelier. Certaines avaient monté leur propre agence. D'autres avaient rejoint la nôtre. Toutes savaient qu'elles n'avaient pas besoin de permission pour être exceptionnelles. La journaliste s'est penchée vers moi. Dernière question, que signifie le succès pour vous aujourd'hui? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre. Magnolia était perchée sur les genoux de Noah dans l'espace commun, lui montrant un dessin qu'elle avait fait au crayon et quelque chose avec un arc-en-ciel et un château. Ses yeux brillaient comme toujours quand elle était là. Et je ressentais ce même calme profond et apaisant que je ressentais toujours quand ils étaient près de moi. Puis je me suis tourné vers la journaliste et j'ai souri. Le succès, ai-je dit, signifie bâtir ce qu'il disait que vous ne méritiez pas et s'assurer que les autres sachent qu'ils le méritent. Elle a noté mes paroles lentement, et j'ai su au plus profond de moi que la fille que j'étais autrefois, celle qui était assise seule à la table 19 dans une salle de bal remplie de paillettes et de fantômes, aurait été fière de la femme assise ici aujourd'hui. C'était la fin de mon histoire. Je repense encore à Amanda sur le pas de ma porte, les larmes aux yeux. Était-elle vraiment désolée ou juste désespérée? Je me le demande. Quand elle a demandé de l'aide et que j'ai dit non, a-t-elle eu raison de venir se montrer malgré tout? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle a agi par remords ou par manipulation. Et si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et restez avec moi pour la suite.